Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alors, Alexandre, le point sur ces négociations entre le Canada et les États-Unis. Bon, pendant qu'il y a une nouvelle rencontre à Washington entre Dominique Leblanc et le représentant américain au commerce, ici, il y a Christine Fréchette qui tient une deuxième rencontre de cellule de crise. Oui, elle a affirmé d'ailleurs en entrevue là, au Devoir, entre autres, qu'elle est prête, là, et que son gouvernement est prêt pour répondre à la demande et aux demandes, là, advenant qu'il y ait des tarifs de 50% dès le 19 août prochain. On n'a pas précisé là, les détails du tout de qu'est-ce que ce serait ces ententes-là, quelle forme ça prendrait, si tu des crédits d'impôt, si tu une aide directe. On n'a aucune espèce d'idée. Mais on dit qu'on est prêt, on dit qu'on a rencontré là, tous les acteurs du milieu. Souvenez-vous, entre autres, le milieu textile, là, des vêtements qui est extrêmement inquiet là, de voir un 50% s'ajouter. On peut les comprendre, c'est pas un petit tarif. Et le flou persiste sur les négociations elles-mêmes aussi, Alex. Là, on sait que dans tout ce qui traite relation avec les États-Unis, ces temps-ci, on entend d'un côté comme de l'autre toutes sortes d'informations. Pour l'instant, on sait qu'il y aurait une certaine disparité là, entre les attentes du gouvernement américain et du gouvernement canadien. On parvient pas à s'entendre sur certaines concessions. Le retrait d'alcool des tablettes, ça a fait jaser pas mal aussi, parce que ça, c'est dans les mains de Christine Fréchette, contrairement à d'autres leviers économiques que c'est le fédéral qui discute. Il y a toutes sortes de flous qui persistent. Puis l'inquiétude, puis l'incertitude, Alex, ça fait mal, tout particulièrement au niveau des entreprises. Il n'y a rien de pire pour un entrepreneur que de ne pas savoir à quoi s'attendre. Puis pour l'instant, il y en a des milliers au Québec qui sont dans le flou. Oui, puis là-dessus, tu as tellement raison. J'entendais hier dans différentes entrevues Charles Lemont, le grand patron de la Caisse de dépôt, qui disait... dans le contexte actuel, il y a bien des entrepreneurs qui ont cessé d'investir. Et ça se reflète bien sûr sur le bilan. Tu soulignes la question de l'alcool. Il y a le bon Doug Ford, on se souviendra de sa mise en scène, là, lui, le en Crown pleine conférence Royal. de presse, avec sa bouteille de Crown Royal qu'il avait vidée par terre, voulait plus rien savoir là, des produits américains sur les tablettes des LCBO. Bon, le Québec aussi avait retiré les produits américains de ses tablettes. Là, Ford a dit... Je serais prêt, moi, à remettre l'alcool américain sur les tablettes de l'Ontario, même si les tarifs américains sont seulement réduits et non éliminés. Alors, on sent une certaine ouverture. Mais on sent que ça les fatigue aussi, les Américains, là, qu'on ait fait ça. Là. En Ontario, au Québec, là, il y a plusieurs États républicains qui sont de gros producteurs, qui ont l'oreille du président. Ça les fatigue. OK. Par la suite. Là, hier, c'était la première cellule de crise qui... regroupait toute l'industrie là, du bois, l'industrie de l'aluminium, le conseil du patronat, qu'on a reçu d'ailleurs à l'émission. Et tous s'entendaient pour dire que si le 19 août, là, la menace de tarif de 50%, qui toucherait à peu près 500 produits, aurait des conséquences épouvantables sur le Québec. En fait, moi je retiens une citation de Véronique Proulx au niveau des chambres de commerce qui disait... C'est pas compliqué, là. Le tarif est la province au Canada qui est la plus impactée, la plus touchée par les tarifs. Parce que ce sont nos secteurs en première ligne là, qui sont directement visés. Maintenant, aujourd'hui, qui sera autour de la table? Les producteurs de lait et l'UPA. Ça vous dit quoi? C'est la gestion de l'offre. Mm-hmm. Et Christine Fréchette répétait cette semaine, c'est non négociable. C'est intouchable, la gestion de l'offre. J'ai quand même hâte de voir, moi, le résultat de tout ça, parce que, d'une part, au niveau des producteurs, ce qu'on craint, c'est qu'on vienne encore grignoter un petit bout de ça. À chaque fois, c'est toujours intouchable, la gestion de l'offre, mais qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années? On est venu grignoter un petit peu, des petits bouts de ça. On peut comprendre, bien sûr, leur crainte, leur inquiétude dans ce contexte-là. Ce matin, on va parler d'ailleurs avec des représentants de l'UPA. Et Bernard Drinville, qui est le ministre de l'Économie, s'est montré quand même modérément optimiste dans différentes entrevues. Il était entre autres au bilan à LCN hier. Oui, il reste beaucoup d'enjeux à régler, mais à moins d'une semaine de l'entrée en vigueur de ces nouveaux tarifs, le ministre a tenu quand même à rappeler que plusieurs dossiers touchent directement le Québec. Alcool, minéraux critiques, gestion de l'offre, encore une fois. Alors, c'est pas simple, c'est un dossier qui évolue d'heure en heure. Hier, Leblanc a rencontré son homologue au commerce. 4e rencontre dans les 3 dernières semaines.
Et à chaque fois, ben, le Blanc répète un peu la même chose. Les négociations se poursuivent. On met de l'avant les intérêts du Canada. On comprend qu'on est prudent à ce stade-ci des négociations. On ne veut pas se mettre le pied dans la bouche puis faire une déclaration malheureuse. Oui, tu parles de prudence. C'est très important. Puis on l'a vu là, quand on discute avec les États-Unis, de ne pas faire une grosse déclaration publique qui s'avancerait sur quelque chose. Tu ne veux pas donner là, aucun os à Donald Trump de lancer un truth sur son réseau en disant « Le Canada, ça négocie tout croche, blablabla ». Je comprends qu'on joue là, ces cartes proches du torse là, du côté du gouvernement fédéral. On a annoncé cette entente entre le Québec et Terre-Neuve-Labrador sur Churchill Falls. Ça va être confirmé la semaine prochaine par le gouvernement, mais là, on commence à avoir un peu de détails là, sur ce qu'il y a à l'intérieur de cette entente. Oui, du côté de Radio-Canada, ce matin, on cite là, quelques détails qui filtrent là, justement de l'entente. Je rappelle, deuxième entente, il y en avait une de principe qui était survenue en 2024. À l'époque, on parlait d'un 7200 MW de production électrique qui devait revenir au Québec, un 1900 pour Terre-Neuve et Labrador. Là, ce qu'on apprend, c'est plus 7200, c'est 10 000 MW qui viendraient au Québec, au moins 2350 du côté de Terre-Neuve et Labrador, mais ça pourrait monter jusqu'à 3000. Puis là, juste pour vous donner un petit ordre d'idée, là, 10 000 mégawatts, là, c'est plusieurs fois le complexe hydroélectrique de la Romaine. C'est 1500 mégawatts d'électricité, la Romaine. Fait que ce serait un complexe gigantesque qu'on veut agrandir, construire, améliorer, parce que, évidemment, il y a déjà, là, en ce moment, des installations du côté de Churchill Falls, mais on veut remplacer toutes les turbines, les rendre plus performantes. On veut aussi ajouter un deuxième complexe qui viendrait sur la même rivière, là, harnacher encore plus d'hydroélectricité. Donc, d'un côté, on éviterait d'aller, ravager une deuxième rivière pour construire un autre complexe là-dessus. En plus, il y a un volet qui est éolien à ce projet-là. C'est ce qu'on apprend aussi, là, on ne sait pas combien de turbines, combien vont être installées, à quel endroit précisément, mais il y a ce nouveau volet qui vient s'ajouter de ce côté-là. Puis il faut comprendre que si on arrive à 10 000 mégawatts de plus comme ça, bien, c'est énorme, c'est 27% là, de notre capacité actuelle d'électricité qu'on augmenterait comme ça. Évidemment, ça nous rapprocherait des objectifs là, d'au moins doubler la production d'électricité. Et au Canada, c'est un objectif de Mark Carney d'ici 2050, mais aussi les objectifs 2035 d'Hydro-Québec. Et là, il y avait une autre petite inquiétude dans l'air, c'était, bon, ben là, c'est une entente, c'est négocié juste avant les élections. Il va y avoir des élections provinciales ici, puis le nouveau gouvernement va dire non, puis mettre la hache là-dedans. Non, semble-t-il que non, parce que c'est Hydro-Québec qui a négocié cette entente-là directement et non pas le gouvernement provincial. Donc, il y a plus de chances que ça reste, là, cette entente. Oui, parce que c'est un peu le scénario qui avait été vécu, souvenez-vous, à Terre-Neuve-Labrador. Le premier ministre actuel, en campagne électorale, avait fait ses choux gras de cette entente-là. C'était pratiquement la question de l'urne, en disant, bon, le Québec s'est avantagé dans la dernière entente, c'est à nos dépens, ça n'a pas de bon sens, il faut changer ça. Alors, est-ce qu'on allait se retrouver dans de telles situations? Parce que bien sûr que oui, les oppositions l'ont dénoncé, ça a été le cas même du Parti québécois, qui disait, OK, là, avez-vous vraiment la légitimité d'annoncer ça, de conclure ça? Or, si on apprend effectivement que c'est Hydro-Québec, ça vient changer quand même la donne. À la une du journal, une histoire extrêmement troublante. Une famille dans les Laurentides qui a été victime de 2 incendies criminels après avoir dénoncé un crime. Oui, Emmanuel Monette, père de 4 enfants, qui vit dans le coin de Prévost, qui vit l'horreur, là, véritablement, depuis le début de l'été. Là. Ce qu'on en comprend, c'est qu'il y aurait quelqu'un dans la famille qui aurait dénoncé un crime. Et l'auteur du crime, c'est quelqu'un de lié de très près à des groupes criminalisés, voire dans un groupe criminalisé lui-même. Et là, ils ont reçu un premier appel au départ qui disait « Hey, attention, retirez votre plainte, sinon. » Et là, sinon est arrivé 2 fois depuis 26 juillet pendant la nuit. Il y a un suspect qui débarque chez eux dans l'entrée de la maison, verse un bidon d'essence sur la voiture, l'incendie. Les flammes partent de la voiture, se rendent jusqu'à la roulotte qui est à côté. On peut voir les images ici, là, en visuel pour ceux qui nous suivent. Ouais. Et le plus inquiétant, Alex, tu vois, il y a une roulotte juste à côté. Les flammes se propagent à la roulotte. Dans la roulotte, il y a à ce moment-là un enfant de 11 ans et son ami du même âge de la famille, là, qui font comme du camping dans l'entrée, sans se douter évidemment qu'il y a des bandits qui vont venir mettre le feu. Heureusement, là, il a vu l'incendie à temps, il est sorti, évacué son enfant puis l'autre ami, utilisé un boyau d'arrosage pour essayer là, d'éteindre tout ça, mais sans succès. On se comprend que la voiture est partie en flammes. Et là, quelques jours plus tard, là, on passe du 26 juillet au 7 août,
Deuxième incendie criminel de suite contre la famille. Cette fois-ci, c'est sur la porte de garage qu'on verse là, de l'essence avant de l'incendier. Encore une fois, là, on a réussi à sortir à temps. Mais là, il faut comprendre que M. Monette et sa famille ne dorment pas bien non plus. Là. On peut comprendre. T'sais, chaque nuit, ou presque, ils se font attaquer avec un incendie criminel du genre. Là, eux ont mis leur maison en vente. C'était déjà le cas. Ils prévoyaient se rendre jusque dans l'Ouest canadien puis au Mexique ensuite avec leur roulotte. Mais là, ils vivent vraiment dans l'angoisse, justement, que ça se poursuive, ces attaques-là. Pour l'instant, la police là, n'a fait aucune arrestation et n'infirme pas non plus là, la théorie de la famille par rapport à une vengeance là, motivée criminellement. Honnêtement, j'ose à peine imaginer l'horreur dans laquelle la famille est plongée. Là, l'incertitude, puis le fait que t'es pas toi-même dans un milieu criminalisé, mais t'en es quand même la victime. Ben, c'est parce que si on nous incite à dénoncer un crime, puis après ça, lorsque cette famille-là est victime de représailles, on n'est pas en mesure d'intervenir. Puis moi, je veux dire, la citation m'a fait sourciller, là, quand on dit à la fin de l'article, « Les enquêteurs n'écartent pas l'hypothèse émise par la famille, soit celle de la vengeance pour le crime dénoncé. » J'espère, sincèrement. Puis la une du journal, méchant hasard. Ben oui, c'est sûr, méchant hasard. Il m'a donné un fil des événements. On peut très bien comprendre tout le désarroi de ce père de famille-là. Qu'est-ce qui se passe avec Médusa, le bijoutier de Québec, là, sur son bateau à Miami, Julien Duguay, ça va mal, là, ces affaires. Là. Il est poursuivi même par Rolex. Non, je suis content que tu sortes ton ton de stream, comme si t'étais toi-même là, un événement sur un bateau, Alex. Je m'en viens sur Twitch. Il remet les pendules à l'heure. Alexandre Dubé. Ça prendra une voix un peu plus rock pour ça. Ouais, disons que ça continue de s'accumuler, là, les circonstances autour de cet événement-là, parce que ça n'y est pas lié du tout directement. Mais Julien Duguay, alias Médusa, qui était au cœur de toute cette controverse, ses propos misogynes qui ont été dénoncés là, à la suite de l'événement. Un grand féministe. Mais là, c'est pas le public québécois, c'est Rolex, le géant suisse de l'horlogerie qui se met sur son cas. Exactement. Il accuse l'entrepreneur de vendre des montres qui sont contrefaites, qui sont présentées comme authentiques. Ils veulent se faire verser au bas mot 50 000 $ là, de la part de Médusa, parce qu'ils disent il nuit à notre marque de commerce, il utilise ça de manière complètement frauduleuse. On lui demande même de détruire aussi tout le matériel, là, toutes les Rolex, entre guillemets, qui appartiendraient et qui n'en seraient pas vraiment. Parce que dans sa bijouterie Médusa à Québec, il met en valeur pas mal, là, Rolex. Il y a de la marchandise, des gants, des vitrines, des miroirs, des plaques, des horloges, tout ça avec le mot Rolex. Hein. Il me pensait à sa web série là, de Homeless à Rolex. Ouais, ça, ils n'ont pas dû apprécier. Ouais. Mais t'as pas le droit de faire ça. Où tu mets des sans-abri en image de marque. Ouais, c'est ça. Et là, ça a attiré l'attention. On se comprendra sur ces bijoux. Et là, eux disent, entre autres, là, si on rentre dans les détails, que les montres sont pas toutes 100% authentiques, comme il clame sur son site, que même s'il fait, il utilise le design, il utilise la marque, mais il y aurait des pièces là, qui sont pas conformes du tout. Évidemment, M. Médusa lui-même là, nie toutes ces allégations-là, dit que Rolex essaie d'intimider son entreprise, veulent contrôler et dominer le marché des montres Rolex d'occasion. C'est sûr que c'est une autre tuile qui s'abat sur sa tête à ce point-ci. Puis même s'il allait en cours puis battait ces allégations-là, on se comprend que juste que ça se retrouve dans l'actualité aujourd'hui, mais ça va semer un doute dans les gens qui veulent venir là, acheter des Rolex dans sa boutique. Disons que sur le plan des relations publiques, pour l'image de marque, c'est pas une très bonne semaine. Maintenant, si vous connaissez un peu l'horlogerie, faut comprendre que Rolex est très, 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 très protectrice de sa marque de commerce. L'image de marque de Rolex, là, tu ne niaises pas avec ça. Et je suis pas étonné de voir ce genre de poursuite-là. Faut comprendre que, il y a des détaillants officiels. Hein? C'est c'est de plus en plus complexe pour les amateurs d'horlogerie de mettre même la main sur une montre officielle. Alors là, lorsque quelqu'un, par la bande, utilise cette image de marque-là, puis après ça, de ce qu'on en comprend aussi, c'est que il y a une tendance qui est de rajouter des espèces de diamants là, sur le contour de la montre. Ça, je pense que Rolex n'a pas apprécié. Puis de deux, c'est lettre. Non, mais je veux dire, je trouve ça tellement grotesque. Mais même, ça rentre dans une fraude, dans le sens où si tu modifies une montre Rolex, c'est plus une montre Rolex. Là. Tu peux pas faire ça. En tout cas, c'est ce qu'allègue
l'horloger suisse, de réputé et de renommée, bien sûr, de très, très grande renommée. J'ai hâte de voir, moi, la suite de ces procédures-là. Bon, il va se défendre, il a le droit, bien sûr, de le faire. Scène culturelle, Isabelle, un groupe en première partie d'angine de poitrine. Ben oui, c'est Population 2, c'est un trio qui a déjà fait des premières parties aux États-Unis. C'est un groupe du Québec. Mais là, comme Angine de poitrine est parti dans une tournée internationale, ils font la première partie. Il y a eu 2 soirs cette semaine, hier et avant-hier à Denver, 1600 personnes dans la salle. Il y en a qui ont des poids, il y en a qui ont en fait, une écoute à faire voler. Il y a une mouche qui vole, tu l'entends. Il y a quelque chose dans le public. C'est intéressant parce que c'est une liste 100% québécoise aux États-Unis. Puis Population 2, clairement, va être capable de bénéficier de cette popularité-là. Ça fait une dizaine d'années déjà qu'ils existent. Ils ont fait Oui, c'est vraiment bon. Honnêtement, il parle, on comprend les paroles. On comprend qu'il y a des paroles, il y a une langue extraterrestre. Ça fait une dizaine d'années à peu près, là, pas tout à fait, mais presque là, que ça existe. Okay. Et parmi ceux qui font la première partie d'Angine de poitrine, il y a aussi Annie-Claude Deschaines, Zouz, René Lucier. Et par la suite, ben ça leur permettra peut-être de voler de leurs propres ailes après puis de se faire prendre seulement pour ce qu'ils font, pas que des premières parties. C'est chouette des premières parties, mais j'ai l'impression qu'eux aussi auront le vent dans les voiles. C'est un groupe qui est à surveiller. Et en terminant, on se part, Alexandre, à l'Omnium Banque Nationale. C'est Ben Shelton qui a remporté finalement les grands honneurs, lui qui défendait son titre. Exact, et qui l'a défendu avec succès. Donc, là, on est allé de toutes sortes de rires. Il y avait des comparaisons qui se faisaient entre Montréal puis Toronto. J'aime Toronto, mais j'aime Montréal aussi parce que son compatriote et adversaire, le Brandon Nakashima, qui a perdu, là, c'était 6-3 et 7-6 pour Ben Shelton. Lui disait « j'aime encore mieux Montréal, moi, que Toronto. » Évidemment, ça a soulevé là, toutes sortes d'acclamations de la foule un peu partout. Ben Shelton a été presque parfait. Là. Il n'a pas perdu là, de toute la compétition. Aucun set. Là. Il a été absolument dominant encore hier. C'est un titre qui va lui permettre de grimper aussi au 6e rang mondial dès ce lundi. Il y avait aussi des invités de marque dans les estrades hier. Pas mal de joueurs du Canadien, Jakub Dobeš, Ivan Demidov, Jacob Fowler, qui étaient tous là pour le voir l'emporter. Ça met là, un beau point d'exclamation sur la fin de cette compétition-là. Il n'y en a pas beaucoup des gens qui ont pu défendre avec succès là, 2 fois de suite leur titre à l'Omnium Banque Nationale. Oui, il entre dans un club très, très, très sélect.